France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver avec bien un beau plateau aujourd'hui, à savoir Monsieur Nadir Kaya qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Damien Charles également et Madame Fatima Ouassa. Comment va-t-elle? Bonjour, ça va très très bien. Ravi de te retrouver Fatima. J'étais presque à l'heure aujourd'hui. Oui, c'est vrai, presque. Hein. Il y a du. Non, mais je pense que d'ici l'année prochaine, on va arriver à ce que tu viennes à 16h. On va y arriver. Sur mon retard. Bon, tu vas bien Fatima? Oui, ça va très bien. Est-ce que t'as vu notre ami Nadir Kaya qui a fait la tournée des plateaux TV? Ah non, tu regardes pas la télé, pardon. J'ai pas la télé. Ouais, voilà. Donc désolé, ça te fait une J'ai téléspectatrice raté, en moins. c'est Il a fait BFM TV, LCI, France Info TV, CNews. Ah ouais. Il a fait tout. D'accord. Ah oui, il a Ah, fait une vraie tout. tournée donc. Une vraie tournée des médias. Hein. Ah oui, absolument. Nadir Kaya, c'est notre star, ça y est. Hein. Voilà. Il était à côté, tu sais avec qui hier? Avec Monsieur Robert Ménard. C'est un peu tendu. Ah d'accord quand même. Ouais, quand même, ouais. Fallait oser, hein. Voilà. Bon, messieurs, dames, on va entamer notre premier avis tranché si tout le monde est prêt. Visiblement oui. À en croire le silence qui règne dans ce studio. Et on va parler de l'avis tranché qui, sans nul doute, te fera réagir, ma chère Fatima, puisqu'on va parler d'école dans la question du jour, en rapport avec ce qu'a annoncé Emmanuel Macron concernant la maternelle et l'âge obligatoire désormais qui est de 3 ans. Et on pourra le voir, Nadir d'ailleurs, Charles, score est assez serré de la question du jour. France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter LGF officiel. À savoir, est-ce nécessaire de rendre obligatoire donc la scolarité dès l'âge de 3 ans? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez et à laquelle vont tenter de répondre dans un instant nos intervenants. Pour l'heure, voici le premier avis tranché. Il est signé Monsieur Nadir Kaya. Jingle. Ah, il n'y a pas de jingle. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de jingle. Ok, bon, eh bien on va faire sans jingle. Tu veux que je fasse le jingle? Vas-y, faites jingle. 5, 4, 3, 2, 1, nation. Voilà, c'est bien, on fait les jingles nous-mêmes, maintenant c'est pratique. Monsieur Nadir Kaya, donc pour l'autocritique des quartiers, c'est ça? Oui, voilà, je me suis inspiré un petit peu de ma tournée des médias d'hier et d'avant-hier, et notamment des retours que j'ai eus sur Twitter de beaucoup de personnes qui étaient plutôt assez virulents dans leurs propos, hein, parce que je pense que beaucoup n'ont pas trop l'habitude de voir des Arabes et des Noirs à la télé défendre un petit peu la position des banlieues, notamment par rapport à la situation des actes terroristes, mais surtout aussi par rapport à tout ce qu'on entend depuis 30 ou 40 ans sur la banlieue. Et le fait de tenir des propos, notamment de rappeler qu'on subissait de la discrimination, de la stigmatisation, un certain racisme, notamment en rappelant le moment de lucidité qu'avait eu Valls en 2015 quand il avait avoué qu'il existait un apartheid social, territorial et ethnique. Ça m'a valu beaucoup d'insultes sur les réseaux, et donc je me suis questionné à un moment donné parce que on avait évoqué également dans les sujets la question de l'immigration, notamment sur la régularisation des uns et des autres. Est-ce qu'il fallait avoir des mesures un peu plus radicales, soi-disant pour éviter des actes terroristes? Bon bref, donc je me suis posé la question parce que j'ai eu aussi des insultes de la part des gens qui sont comme moi issus des quartiers populaires et sûrement de l'immigration, parce que j'avais tenu des propos qui me semblaient un petit peu justes par rapport à ce que j'avais comme aperçu. Et donc je me posais la question tout simplement, est-ce que nous, citoyens issus des quartiers et pour la plupart d'entre nous issus de l'immigration à travers nos parents, tout en étant français pleinement, ou ayant une double identité, voire une triple pour certains, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aborder des sujets que les politiques abordent avec leur sémantique à eux, notamment sur l'immigration? Et donc je voudrais quelque part, à travers cet avis tranché, interpeller les auditeurs et leur dire, est-ce que nous on est capable d'avoir des débats sur l'immigration? Est-ce qu'il faut la stopper, la réguler, aussi donner notre avis? Et je pense que c'est important de donner notre avis parce qu'on nous a souvent mis à l'écart des débats de société dans les grands médias et même à travers les politiques. Et donc j'ai eu cette réflexion, et également sur la situation des quartiers, notamment à travers la radicalisation de certains individus, parce que moi je suis assez transparent là-dessus. Oui, effectivement, il existe dans nos quartiers populaires des citoyens ou des personnes de confession musulmane ayant des postures radicales, surtout malheureusement par leur méconnaissance de la religion. Et donc le fait de dire ça, ça a créé des petites polémiques sur mon mur perso, et donc ça m'a valu des insultes de tous bords. Plus principalement de personnes à mon avis de la cause identitaire, et donc je suis dans le questionnement et j'aimerais que les auditeurs y participent et éventuellement apportent une réponse. Peut-on être issu des quartiers populaires et nous aussi prendre ces débats-là, l'immigration et la radicalisation des quartiers de certaines personnes dans le domaine de la religion, et dire les choses franchement entre nous, comme on peut le dire en bas de l'immeuble ou dans un café. La question elle est posée, mesdames, messieurs, si vous souhaitez y répondre, 01 40 33 9000. Peut-être que Fatima Ouassa a la réponse, je ne sais pas, ou
Bah effectivement, après il y a des, alors je sais pas exactement ce que t'as tenu Nadir comme propos sur les plateaux et du coup je sais pas quelles ont été quelle est la nature des réactions que t'as dû subir, mais effectivement dans les quartiers populaires de toute façon on n'est pas tous d'accord, surtout il y a des débats. Moi je trouve que c'est dans les quartiers qu'il y a les débats politiques les plus intéressants parce que malgré les apparences dans les quartiers populaires on est très politisé et effectivement on a le droit nous aussi d'avoir accès à l'espace du débat public et y compris avec nos divergences, y compris avec parce qu'on a beau être tous plus ou moins issus de l'immigration dans les quartiers populaires, voilà, on n'a pas la même histoire forcément, pas le même vécu, pas la même sensibilité, y compris politique, donc voilà, effectivement on a le droit de sortir de la caricature du gars de quartier qui pense ça et ça. Damien? Alors moi je suis ni originaire des quartiers populaires, ni descendant donc d'une immigration proche. Je vais prendre mon point de vue de universitaire d'historien et qui a travaillé longtemps sur les questions de radicalisation. Je crois qu'il faut voir aussi les processus d'introspection dans les quartiers populaires. Comme en fait on vit après des conflits ou après des souffrances nationales, ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'après une souffrance sociale ou liée à un conflit qui peut être du racisme ethnique ou des conflits religieux, il y a d'abord une phase de déni par rapport à ce qui se passe de la part des victimes. Après il y a une phase de colère et après il y a une phase de réflexion. Et je pense en fait beaucoup aux habitants de la ville de Trappes, qui ont été extrêmement stigmatisés depuis les 5 dernières années du fait des départs en Syrie. Et on a surtout une population qui a souffert, qui n'a pas compris et qui en même temps a été victime parce que ce sont des proches, des voisins ou issus de la famille qui sont partis. Et complètement assommés en fait par cette souffrance, on leur a demandé brutalement de faire une introspection et de faire une introspection publique. Et moi j'ai trouvé ça vraiment injuste et pas évident du tout. Très bien. Alors vos appels évidemment si vous le souhaitez pour répondre à cette question posée par Nadir Kaya au travers de son avis tranché 01 40 33 9000. Alors la question du jour, la voici, c'est l'annonce donc du président Macron qui rend obligatoire pour les enfants la scolarité dès l'âge de 3 ans. Jusque-là c'était 6 ans. Là ça deviendra à partir de 2019, la rentrée 2019, l'âge de 3 ans. La question est toute simple, est-ce nécessaire? J'invite un de vous deux d'ailleurs à regarder les résultats sur Facebook ou Twitter, et les deux d'ailleurs. Fatima, j'ai envie de te poser la question la première. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. La maternelle dès l'âge de 3 ans, est-ce que c'était nécessaire? Non. De la rendre obligatoire, hein? Non, absolument pas, parce que la quasi-totalité en réalité des enfants de moins de 6 ans sont scolarisés. C'est 99% je crois des enfants de moins de 3 ans qui sont scolarisés. En réalité, il y a une petite entourloupe évidemment derrière cette proposition, cette initiative de Macron et son idéologie libérale, parce qu'il faut savoir, les mairies les collectivités territoriales ne sont tenues de financer les écoles privées qu'à partir de l'âge de 6 ans, puisque la scolarisation n'est obligatoire qu'à partir de l'âge de 6 ans. Oui. Or, il y a de plus en plus d'écoles privées maternelles. Mmh. Donc, avec cette nouvelle chose que nous propose Macron, les mairies seront tenues de financer les écoles privées de maternelle. Donc c'est un cadeau fait au privé en fait. Exactement. Donc voilà, comme d'habitude avec ce que proposent messieurs Macron et Blanquer. Pourtant, si j'ai bien entendu ses propos, il disait que c'était soi-disant pour répondre à des problèmes qu'il y avait notamment au sein des familles pauvres et donc des quartiers populaires qui avaient des difficultés à ce niveau-là. Notamment à travers des études qui étaient menées et qui expliquaient qu'à partir de 3 ans, c'était l'idéal pour favoriser une meilleure entrée des enfants dès le jeune âge. Oui, bon, savoir si c'est vrai maintenant. Il y a tellement d'études qui démontrent tellement de choses et qui s'opposent. Mais les enfants en fait de 3 ans sont déjà dans les écoles maternelles. Oui, pour la plupart, oui, bien sûr. C'est juste que le privé, par contre, en fait, ne récupère pas d'argent en public. C'est tout. C'est ça la différence. Et surtout aussi le fait maintenant que si effectivement, alors c'est quoi les sanctions? Eh bien, c'est par exemple suppression des allocations. Alors, les sanctions de quoi? Celui qui mettra pas son enfant dès l'âge de 3 ans. Ouais. La sanction, c'est quoi? C'est suppression des allocations familiales, etc. Oui, là, ça pose problème. En sachant que c'est pas la scolarisation en réalité qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc vous pouvez tout à fait instruire votre enfant à la maison, même à 12 ans. Donc voilà, on parle de scolarisation, en réalité c'est l'instruction.
Donc il y a toujours en réalité il y a toujours le choix pour les parents de garder leur enfant à la maison, même au-delà de 6 ans. Donc c'est pas du tout le débat sur le fait que les parents sont tenus d'envoyer leurs enfants à l'école. Ouais. Damien, peut-être là-dessus? Non, malheureusement, j'ai pas d'avis parce que je manque de connaissances sur le sujet. La seule chose qui m'inquiète personnellement, c'est la prise en charge des enfants, puisque comme les dotations des municipalités et des collectivités territoriales chaque année baissent, à un moment donné, on va avoir des services indigents en fait pour la prise en charge des plus jeunes, alors qu'on sait que c'est durant cette période-là que se fait la psychogenèse des enfants, la construction personnelle, et c'est surtout à ce moment-là que se joue le levier pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Alors on va prendre l'avis d'Ayette qui nous appelle de Romainville. Bonsoir Ayette. Ayette, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pardon de vous réveiller Ayette, la sieste est terminée maintenant. Pardon, j'étais en train de me garer correctement, c'est tout. Ça c'est une bonne chose déjà, c'est bien. Donc Ayette, on vous écoute sur la scolarité des enfants dès l'âge de 3 ans qui sera rendue obligatoire donc dès la rentrée 2019. Est-ce nécessaire? Est-ce une bonne chose selon vous Ayette? Je sais pas si c'est nécessaire, mais moi, mes enfants sont grands et puis j'ai des voisines, elles mettent plus leurs enfants de 3 ans à l'école. Elles préfèrent attendre une école soit musulmane ou soit une école privée pour l'âge de 6 ans. Et donc elles préfèrent faire l'école à la maison. Et ça, on voit bien qu'il y en a de plus en plus qui préfèrent. Alors c'est quoi l'argument à penser? Mettre les enfants à l'école à partir de 3 ans, mais à partir de 6 ans, et elles préfèrent au mieux trouver une bonne école. Elles passent leur temps à chercher une bonne école dans leur quartier ou loin, etc. Du coup, elles font l'école à la maison. D'accord, mais alors c'est quoi les arguments qu'elles avancent? Pourquoi elles veulent effectivement les mettre en privé et puis attendre 6 ans finalement? C'est à cause vous savez, je sais plus, un truc qui est un peu trop agressif, ils sont trop nombreux. Moi, je suis dans une école à Romainville. Mes enfants, je répète encore, mes enfants ils sont grands. Et dans une école à Romainville, on peut pas agrandir les classes, on peut pas rajouter des classes. Du coup, les classes elles sont déjà surchargées. Ça, c'est vraiment un gros C'est vrai que c'est un problème, ça, les classes surchargées, d'autant plus en maternelle, Fatima, quand on a des classes avec 23, 24 élèves, c'est dur à gérer quand même, non? Et encore 23, 24, c'est pas beaucoup. Il y a des classes à 26, 27, 28 élèves. Il y a notamment il y a la classe fréquentée par ma fille. Il y a une suppression de classe l'année dernière et du coup ils sont retrouvés avec, ils sont passés d'une moyenne de classe de 22 à une moyenne de classe de 26. Donc 26 effectivement, c'est de plus pour en les plus. Pour les enfants âgés de 4 ans. Sans oublier l'absentéisme des professeurs. Et le fait qu'on les remplace pas dans la journée, voire dans la semaine. Ça, c'est problématique, c'est plus au collège ou au lycée. Ça, c'est propre au 9-3, où à ce niveau-là, malheureusement, ils bénéficient pas réellement de vraies réponses par rapport aux problèmes qui perdurent dans le 9-3. Là, à ce niveau-là, c'est sinistré. On est en train de dévoiler tout mon avis tranché, là, je commence à j'ai des amis qui sont assis et qui te disent concrètement, du côté de Neuilly, il y a un absent, en général, c'est dans l'heure, voire dans la matinée où il y a un remplaçant, alors que dans 93, des fois tu peux attendre une semaine voire un mois pour avoir un remplaçant et des fois c'est même pas sûr. Alors vos enfants sont grands? Oui. C'est carrément ça. Et donc les classes sont surchargées et donc elles préfèrent attendre de trouver une école privée pour leurs enfants ou une meilleure éducation. Je ne sais pas encore. J'ai pas trop d'idées là-dessus. Mais ce que je voulais dire, il y a des villes. Il faut même plus de sortie pour les enfants. Vous savez, on a le droit à combien? On a le droit à un demi-quart. Enfin, on a le droit à un quart, une demi-journée par an pour faire des sorties avec les enfants. Ouais, pour notre commune, déjà. Vous imaginez les peu de moyens qu'il y a déjà. Pour ça, quoi. Donc, merci Ayette. Merci en tout cas pour nous avoir alerté. Finalement, cette problématique, elle est récurrente dans notamment effectivement ces départements en particulier. Ces départements, issus des quartiers populaires, il est il est facile de constater, que le traitement n'est pas du tout le même entre effectivement un habitant de Romainville par exemple comme un habitant de Neuilly. Évidemment c'est pas la même chose. Les sorties scolaires, Fatima, c'est pareil, c'est un problème qu'il faut soulever là aussi, de moins en moins de moyens. Alors justement, j'ai une étude récemment qui montre qu'en fait il y a plus de sorties scolaires dans le public que dans le privé. Et puis surtout, ça dépend vraiment d'une école à l'autre en fait. En réalité, ça dépend de la mobilisation des parents, tout simplement. C'est-à-dire que des parents qui se mobilisent, évidemment, qui vont mettre une plus grande pression sur l'inspection académique et la direction académique, plutôt que des parents qui se mobilisent pas et qui laissent faire. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a moins de sorties en privé
qu'en public. Voilà, ça c'est important parce qu'on fantasme un petit peu le privé, j'en parlerai tout à l'heure. On a l'impression que c'est la solution à tout et c'est quelque chose de miraculeux, alors que quand on regarde statistiquement, c'est pas du tout le cas. Oui, enfin moi je suis un grand défenseur de l'école publique, moi personnellement, mais après voilà. Alors tiens, Kamel est avec nous. Avant d'entamer le zapping et notre premier sujet, on va parler de l'association Alab, là, qui a fait une grosse OP hier et avant-hier. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir bien évidemment au public qui nous écoute, aux auditeurs, auditrices. Alors, moi je voudrais intervenir, effectivement, moi je te rejoins, mon cher Christophe, concernant l'école publique. Alors, pour mon cas, je peux te dire que ce que j'ai fait à une époque pour mes enfants, c'est que j'avais trouvé une alternance entre le privé et le public quelquefois. Ça a un sens, oui, j'ai fait ça. Et crois-moi que mes enfants s'en sont très bien tirés. Grâce à Dieu, et ça a été cette alternance. Alors tout le monde, bien évidemment, n'a pas peut-être les moyens, et certainement les moyens de faire ça, mais j'avais trouvé cette idée pour justement donner de l'expérience à mes enfants. Et bien évidemment, comme tout parent, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour eux, et ça a été une pratique. Il est bien évident que moi je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait l'autre, mais c'est très important parce qu'il y a eu effectivement cette déliquescence de l'école publique, cette espèce d'abandon. Donc je ne vais pas incriminer tout le monde, mais c'est vrai qu'on sort d'une période un peu particulière et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et l'éducation, parce que j'avais ce discours ce matin, je tenais ces propos ce matin puisque j'étais, si tu me permets, aux Invalides. J'ai rencontré des personnes qui étaient à la fois, nous le sommes tous, affectés, et j'étais là-bas pour rendre hommage à ce policier, à ce gendarme qui a eu un acte héroïque. On peut polémiquer sur plein d'autres choses, mais il est évident qu'un homme qui donne sa vie pour protéger une femme, c'est véritablement un enseignement qu'il faudra retenir, et je crois qu'on le fera au travers de la radio, enfin en tous les cas je l'espère. Ceci étant, l'éducation, et c'est les propos que je voudrais tenir, l'éducation est essentielle. Il faut que nos enfants, il faut que le corps enseignant ne soit pas frileux. Moi j'ai vu ce corps enseignant être frileux, aller dans des chemins qui ne sont pas les vrais chemins de l'éducation. Et il faut travailler en partenariat avec les familles, et c'est très important que les familles soient comprises. C'est là où justement, moi j'avais des parents qui étaient analphabètes, qu'ils reposent en paix, qui étaient analphabètes, mais qui ont fait le travail nécessaire et qui nous accompagnaient, qui venaient aux réunions, qui s'intéressaient à notre devenir, et on n'a pas mal tourné. Grâce à eux, grâce à ce qu'ils ont su faire avec nous, je suis d'une fratrie de 9 enfants, comme beaucoup le sont aujourd'hui, et ça n'a pas fait de nous des malfaisants. Bien au contraire, on s'est battu, et je crois que tout le monde est capable de ça. Il faut impérativement faire ce travail nécessaire et avoir ce supplément d'âme pour faire ce travail. Et je crois que l'intérêt d'un média comme le vôtre, c'est justement de ne cesser de le dire à chaque fois. Les parents, vous portez une responsabilité, le corps enseignant aussi. Allez, assistez aux réunions, battez-vous, cherchez à comprendre, et c'est le meilleur de ce que nous souhaitons à nos enfants. En tous les cas, moi je souhaite que tous ceux qui écoutent là aient cette démarche. Merci Kamel, merci. Merci à toi, en tout cas, de ton appel 01 40 33 9000. Tiens, alors ça, c'est un sujet qui m'avait été rapporté, Fatima, sur le fait, par exemple, que les parents dans les quartiers, alors encore une fois, c'est peut-être aussi peut-être faire de la généralité, mais bon, c'est que les parents sont absents aux réunions. Alors, non, c'est plus qu'absents. Ils sont démissionnaires. Et ça, c'est un terme qui a été beaucoup employé par les pouvoirs publics, notamment après les révoltes urbaines, les révoltes populaires de 2005. Ouais. Vous vous souvenez, en 2005, oui, il y a des révoltes, il y a des jeunes qui brûlent des voitures, et du coup, c'était la faute de qui? C'était la faute des parents. Vous vous souvenez la question qui était posée dans les médias, mais mais que font ces jeunes là après 22 heures dans les rues le soir, etc. Leurs parents sont laxistes, ils ont abandonné l'éducation, etc. Ce sont des parents démissionnaires. La vérité vraie, c'est que dans les quartiers, à partir du moment où des parents se mobilisent, comme le souhaite le monsieur là qu'on vient d'entendre à l'instant, à partir du moment où des parents prennent en charge l'éducation de leurs enfants, se mobilisent, se constituent en collectif de parents, de parentalité, etc., on leur met des bâtons dans les roues. C'est ça la vérité en réalité. C'est que, et en particulier les parents des quartiers populaires, et en particulier les parents qui habitent le 93. C'est-à-dire que tout est fait
en vérité, notamment de la part des pouvoirs publics locaux, des acteurs institutionnels, l'éducation nationale. Tout est fait pour que les parents se sentent le moins, en tout cas ces parents-là, le moins à l'aise possible au sein de l'institution, au sein de l'école. C'est-à-dire que vous venez, vous critiquez, vous essayez d'être force de proposition, en étant force de proposition, pas simplement pour faire les moutons, on vous met des bâtons dans les roues. Et au contraire, on va vous renvoyer au fait que vous êtes agressif, violent, que vous souhaitez mettre le bazar au sein de l'école, etc., que vous êtes problématique, etc., etc. Donc c'est l'inverse en réalité. Les parents qui habitent dans les quartiers ne sont pas démissionnaires. Au contraire, vous savez que les enfants d'immigrés réussissent mieux à classe sociale égale que les enfants qui ne sont pas issus d'immigration. Ça, il faut le retenir. Faut le savoir. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi? C'est parce que les parents immigrés issus d'immigration investissent énormément dans l'école. Ils investissent dans l'école. Pour eux, c'est toujours encore. Peut-être c'est un mythe. Hein. Mais en tout cas, ils y croient. Pour eux, l'école c'est un facteur d'ascension sociale. Donc c'est ça la vérité. C'est que ce sont des parents qui se bougent. Maintenant, voilà, on ne crée pas les conditions pour qu'ils puissent effectivement se mobiliser. J'ai envie de dire, ton avis tranché tombe super bien parce que juste après la pub, ça va clore un petit peu ce sujet en quelque sorte. Et puis permettre aussi peut-être à certains qui n'ont pas encore voté d'aller répondre à cette question du jour que l'on vous pose. Est-ce nécessaire de rendre obligatoire la scolarité dès l'âge de 3 ans pour les enfants? Alors c'est à partir de la rentrée 2019 que ça sera en fonction. Eh bien vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2. Nadir, t'as été faire un petit tour voir ce que ça donne? Oui. Alors, sur Twitter, on était à... attends, je reviens là-dessus parce que je crois qu'on était à 60-40. 60-40 pour oui. Ouais. C'est nécessaire, oui. 60% pour oui et non, donc 40. Et donc sur Facebook, il y a une toute petite différence. Sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel évidemment pour voter, répondre. Donc vous allez peut-être pour certains, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, écouter l'avis tranché, très tranchant comme d'habitude de Fatima Wassak dans un instant. Alors sur Facebook, on est à 49 oui et 51 non. Ah tiens, donc c'est un peu plus nuancé et équilibré, on va dire. Donc pas nécessaire sur Facebook, nécessaire sur Twitter. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, ça peut changer. La tendance peut s'inverser. Vous continuez de voter. France Maghreb 2 sur Facebook ainsi que LGF officiel sur Twitter. À tout de suite avec l'avis tranché de Fatima Wassak. Le zapping et on s'intéressera à cette grosse OP de l'association La Lab dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Damien Charles, qu'on n'a pas beaucoup entendu d'ailleurs, il est très timide, hein. C'est peut-être Fatima qui le... Ah bah, il y a du lourd quand même là dans le studio, donc je me tiens tranquille. Monsieur Nadir Kaya qui là a pris de l'assurance pour le coup. Et donc Fatima Wassak qui va en quelque sorte clôturer notre sujet sur la question du jour à propos de la scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans à partir de la rentrée 2019. C'est parti et je crois que le jingle il marche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Fatima Wassak et son avis tranché en ce mercredi sur l'école. Oui, alors je souhaite consacrer cet avis tranché donc à défendre l'école publique. Et pour la défendre, il faut d'abord être lucide et critique sur ce qui ne va pas, en particulier dans les écoles des quartiers populaires de la région parisienne. Alors 2 problèmes essentiellement. Le problème des moyens, donc problème de formation des enseignants de plus en plus souvent en contrat précaire, trop peu payés, avec une dégradation de leurs conditions de travail, des classes surchargées, beaucoup d'enseignants absents, non remplaçants, on en parlait tout à l'heure, un manque de RASED, d'AVS, d'infirmières scolaires, etc., etc. Donc premier problème, les moyens. Deuxième problème, c'est que l'école réduit le champ des possibles de nos enfants issus des classes populaires. Peu de représentation positive, de même dans les livres jeunesse et les livres d'histoire notamment, quand ils sont noirs, arabes, asiatiques et roms. Leur langue est stigmatisée lorsqu'elle est africaine, leur religion est stigmatisée lorsque c'est l'islam. Et le système d'orientation au collège va plus souvent les orienter, nos enfants, vers les filières professionnelles plutôt que vers les filières générales. Et ce que je dis, ce sont des statistiques. Donc on a affaire à une réduction du champ des possibles de nos enfants dès la maternelle et tout au long de leur scolarité. Ce qui fait d'ailleurs que nos enfants, statistiquement, ont plus de chances d'occuper plus tard des emplois à faible valeur sociale, nettoyage industriel, caisse, téléconseil, livraison, intérim, etc., plutôt qu'un emploi à forte valeur sociale, chirurgien, ingénieur, cadre sup, en CDI, etc., etc. Donc ces 2 problèmes, ces 2 points expliquent pourquoi l'école française est considérée par l'OCDE comme l'école la plus inégalitaire de tous les pays développés. Je répète à ceux qui sont dans le déni,
L'école française est la plus inégalitaire de tous les pays dits développés. C'est important de le rappeler. En effet, l'école française produit de la distinction, de la démarcation pour mieux reproduire le système social tel qu'il est, c'est-à-dire un système inégalitaire. Et cela ne va pas aller en s'améliorant avec l'idéologie libérale portée par Monsieur Macron et Monsieur Blanquer, avec 3 exemples très rapidement. Le premier, la sélection à l'entrée des universités, mais ça, voilà, c'est un vaste sujet qui mérite son petit pesant de cacahuètes et du coup j'y reviendrai sur une autre chronique plus tard. Deuxième exemple, et c'est un enseignant qui fait partie du cercle des enseignants laïcs qui me l'a fait remarquer, le fait que en fin d'année dernière, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a retiré du budget du public pour redistribuer au privé. C'était plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Je me souviens plus bien, mais en tout cas, voilà, c'était symbolique et c'est important de le souligner. Troisième exemple, Espérance Banlieue, que vous connaissez sûrement, pour qui les autorités ont une forme de bienveillance. Espérance Banlieue, je le rappelle, qui est une officine d'extrême droite, proche de Civitas et proche des mouvements catholiques ultra racistes. Donc voilà, les autorités ont de la bienveillance pour ce genre de structures privées qui fleurissent dans nos banlieues, pardon. Et donc, il y a un mouvement actuellement qui tend à ce qu'on envisage de plus en plus de mettre nos enfants dans le privé. Par exemple, personnellement, à l'époque où je critiquais telle ou telle chose à l'école et à l'époque aussi où je n'étais pas encore organisée en tant que parent, une élue à l'éducation de ma ville à l'époque m'a invitée tranquillement à aller dans le privé. Voilà, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. L'école publique, c'est pareil, tu l'aimes ou tu la quittes. Eh bien, non, je ne la quitte pas. Personnellement, j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique et ça s'est plutôt bien passé. Je m'y suis bien amusée. Je veux la même chose pour mes enfants. Je ne les mettrai jamais dans le privé. Alors j'entends de plus en plus, on entendait tout à l'heure, des parents vivant dans les quartiers populaires, en tout cas qui en sont issus, dire que le privé c'est mieux que le public, avec des arguments tels que je ne veux pas que mon enfant ait de mauvaises fréquentations et je ne veux pas sacrifier mon enfant. Donc ton blabla idéologique, idéaliste, etc., tu le gardes. Moi, je ne sacrifie pas mon enfant. Je leur réponds que ces stratégies individuelles-là ne sauveront pas nos enfants. En vérité, nous serons toujours les mauvaises fréquentations de quelqu'un. Parce que est-ce qu'on sait si le fait d'extraire son enfant de son milieu, de son quartier, en lui disant qu'on veut l'en sauver, est-ce qu'on sait l'impact que ça va avoir sur son cerveau, sur la confiance qu'il a de lui-même, sur ses repères, etc., etc. Est-ce que c'est pas par là qu'on sacrifie son enfant? De toute façon, rien ne sert de courir derrière les classes moyennes supérieures blanches, qui sont expertes pour éviter les mauvaises fréquentations. Il faudrait faire un jour le point sur les stratégies d'évitement et de contournement de la carte scolaire de ces catégories de parents entre dérogation et déménagement, pour ne pas se retrouver dans des écoles où, il faut le dire clairement, il y a trop de noirs et d'arabes. Parce que c'est ça que ça veut dire stratégie d'évitement. C'est la manière un peu pudique de dire il y a trop de noirs et d'arabes. Voilà, c'est une mauvaise fréquentation pour mes enfants. Le risque, en réalité, c'est qu'on se retrouve avec du privé bas de gamme. C'est-à-dire qu'il y a du privé pour ces catégories d'enfants et puis du privé pour nous. Donc du privé bas de gamme. Et ça existe déjà. Je pourrais donner quelques exemples. Bref, le privé, c'est un leurre. Il ne faut pas encourager cette fuite en avant vers une plus grande privatisation de l'éducation, car cela va aggraver encore la reproduction des inégalités pour une école encore plus élitiste. C'est-à-dire que l'école française, elle est élitiste, la privatisation, la libéralisation va aggraver encore cet élitisme. Restons donc dans le public, mobilisons-nous collectivement en tant que parents et avec les enseignants, ça c'est important. Il n'y a pas de fatalité. Notre pouvoir politique en tant que parents est immense parce que je le rappelle, je le dis souvent, les parents ont la responsabilité entière de leurs enfants. Ils ont la responsabilité entière de leurs enfants. Restons donc dans le public pour lutter contre les inégalités de traitement, notamment en termes de moyens. Je donne un exemple de Bagnolet. Des parents et des enseignants du collège Pulitzer à Bagnolet, donc qui se battent pour un vrai collège avec plus de moyens, sans amiante parce qu'il faut le savoir, il y a de l'amiante, et sans fuite d'eau parce qu'il faut le savoir, il y a des seaux d'eau dans les classes et on entend plaque, plaque, plaque. Voilà les collèges de l'éducation nationale. Donc en tout cas, bravo à ces parents et à ces enseignants qui se mobilisent en ce moment. Et puis, et c'est lié, deuxième point, être force de proposition en imposant notre priorité qui est la question de l'égalité. Refuser le débat instrumentalisé de la laïcité à l'école, de la pseudo-laïcité à l'école, portée par des militants d'extrême droite qui avancent masqués en réalité, leur dire mais on s'en bat les reins de votre débat sur la laïcité, on s'en bat les reins, nous on veut un débat sur l'égalité parce que c'est ça en réalité la vraie priorité. D'ailleurs ceux qui viennent avec le débat sur la laïcité, quand vous regardez, soit ils ont été dans le privé, soit leurs enfants sont dans le privé, soit ils traversent des villes et des villes pour faire des dérogations, pour déménager, pour contourner la carte scolaire, etc., etc. Donc ils sont très très mal placés pour venir nous faire la leçon sur l'école publique.
En tout cas, voilà, imposer cette priorité qui est la question de l'égalité. Pour faire que dans les écoles publiques, nos enfants y grandissent curieux, ambitieux, respectés dans leur dignité et heureux. C'est quand même ça ce qui doit nous rassembler, parents et enseignants. Je citerai Howard Zinn, qui est un grand historien américain, qui dit « Un enfant pauvre qui est aimé ne sait pas qu'il est pauvre ». Voilà, je trouve cette phrase magnifique. Aimons nos enfants, c'est ce qui doit nous guider. Et pour débattre encore sur cette question, venez à une rencontre qu'on organise, nous, parents de l'association EEB, Ensemble pour les enfants de Bagnolet, qui s'appelle justement En défense de l'école publique. Ce sera le 4 avril à 19h au Bal Perdu à Bagnolet, c'est juste en face de la mairie, à 2 minutes du métro Gallieni, ligne 3. Ce sera avec Gilles Mansour, avec du beau monde, avec vraiment des gens, c'est pas le café du commerce, c'est pas la cave du café du commerce même, parce que souvent sur l'école quand même c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont aucune compétence pour en parler, qui viennent nous faire un peu la morale. Là il s'agit vraiment d'intellectuels qui ont travaillé pendant des années sur la question de l'école. Donc Gilles Manseron, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme et quand historien, je le disais, Françoise Leurserie, professeure directrice de recherche émérite du CNRS. Donc voilà, Fabrice Dume, enseignant-chercheur à Paris Diderot, et Louise-Abel Amici, qui fait partie du réseau de lutte contre les discriminations à l'école, donc réseau national. Voilà, je vous invite à venir nombreux le 4 avril et puis à suivre toutes les mobilisations qui ont lieu. Enfin, j'ai parlé de Bagnolet surtout parce qu'on est très très actifs, parce que Bagnolet c'est votre ville. Voilà, c'est ma ville, mais il y a énormément de choses qui se font en ce moment sur le 93 et puis sur toute la région parisienne. Donc parents, enseignants, je vous invite à vous mobiliser. Merci Fatima. Nadir, elle t'a convaincu, Fatima? Comme souvent, c'est argumenté, c'est détaillé. Ah bah ça, oui. On est dans la réalité. Donc c'est très convaincant, effectivement. Oui. Damien, toi qui es un peu prof quand même. 21 sur 20 avec les félicitations du jury. Ah, pas mal. Non, mais je peux rien ajouter de plus, elle finit en citant Howard Zinn, donc bon. Effectivement. En tout cas, ça m'a bien donné envie de venir le 4. Ah bah voilà. Ah ouais, il aime bien. Zora est avec nous. Bonjour Zora. Et bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe. Zora, vous nous appelez d'où, chère Zora? De Paris 3e. De Paris 3e. Ah, vous me disiez que vous étiez favorable, vous, à la scolarité dès l'âge de 3 ans. Je suis favorable parce que mon fils, le dernier, il a été à l'école à 2 ans, si je me souviens bien. Il était propre, il était à l'école maternelle. Et tous mes enfants, ils ont été à l'école publique, ils ont très bien réussi. Machallah, ils ont fait des grandes études. Alhamdoulilah. Donc, je suis pour la scolarisation des enfants. Et aussi l'éducation des parents. Ça compte beaucoup. Très bien. Eh ben merci beaucoup Zora, en tout cas alhamdoulilah pour vos enfants, en tout cas et les brillantes études qu'ils ont fait, comme quoi on peut être, et ça a été bien argumenté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise? Non d'accord, non mais dites-le, je sais pas, vous avez... Bon. On peut donc avoir fait son cursus scolaire au sein de l'école publique et très bien réussir. La preuve, quotidiennement dans cette émission d'abord, Fatima Ouassak et tous les autres qui ont réussi à leur manière. Et voilà, on en connaît tous évidemment des gens qui sont aujourd'hui au sein des grandes écoles et qui ont fait leur cursus scolaire dans l'école publique. Moi, je suis un grand défenseur de l'école publique. J'ai jamais trop cru au privé. Et puis voilà. Puis je sais pas, c'est une manière. Surtout qu'il y a un fantasme par rapport à l'école publique. Privée, beaucoup ont cru que c'était un nouveau monde et que de mettre son enfant c'était une garantie de réussite, alors que il y a des études qui démontrent que c'est pas du tout le cas. Il peut avoir éventuellement un bâtiment qui soit en meilleur état, mais au niveau de la qualité des professeurs, on peut trouver des professeurs bien plus compétents dans le public que dans le privé. Non, et puis surtout c'est comme, alors que ce soit concernant le privé ou le public, en fait ça dépend. Enfin le public déjà, je sais pas moi, Sciences Po c'est public, les mines c'est public, HEC c'est public, tout ça c'est public, c'est des écoles. Il y a le lycée Henri IV à Paris, il est public. Donc il y a de très bonnes écoles publiques, il y a pas de problème. Le privé c'est pareil. J'en parlais tout à l'heure, en fait, il se développe de plus en plus du privé bas de gamme. Donc vous mettez votre enfant, vous dites c'est bien parce que je paye, etc. C'est du privé. Non, il vaut mieux mettre dans l'école publique d'à côté qui a de meilleurs professeurs, effectivement mieux formés, etc. Donc ça dépend. Moi vraiment, j'insiste auprès des parents pour dire que sur une ville donnée, quand on voit comment on peut gérer l'éducation nationale, mais ça, Damien, tu me diras, peut-être que tu me reprendras là-dessus, mais comme il y a peu de moyens aujourd'hui, c'est vrai, il faut pas nier qu'il y a de gros problèmes dans l'école publique. On peut pas nier, on réussit pas tous en réalité. Donc après, on peut donner comme ça des exemples, des exceptions, mais en réalité, la vérité, c'est que les enfants des quartiers populaires ne réussissent pas tous, loin de là. Statistiquement, ils réussissent même plutôt
très mal, on va dire. Mais la vérité, c'est que d'une école sur l'autre, selon que les parents se mobilisent ou pas, selon que les enseignants se mobilisent ou pas, il y aura pas les mêmes moyens. On sait que les directeurs académiques, les directrices académiques gèrent comme ça les moyens d'une école sur l'autre. Donc il n'y a pas de fatalité sur une école en réalité. C'est voilà, par exemple, on menace de fermeture une classe. Si on se mobilise pour dire non, etc., on fait un sitting, il y a une pétition, etc., Non, et la classe fermera pas. Il y en a même à Montreuil, pour vous dire, l'année dernière, c'est Bonnet d'Anne, et je les salue parce que vraiment, elles ne lâchent rien, qui séquestrent les directeurs. Elles rigolent même pas. Bon, après, le directeur, il est sympa, et en fait, il est complice avec elle, il commande une pizza, il la mange avec elle. Mais et c'est bien d'avoir exactement, mais c'est bien d'avoir des enseignants, des directeurs comme ça qui sont complices, on va dire. Mais en tout cas, voilà, il faut pas, quand on ne lâche pas, quand on se mobilise et quand on est collectif, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des écoles de seconde zone. Effectivement. En tout cas, vous continuez de répondre à cette question, bien sûr, sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous rappeler que le LGF est à la recherche du futur talent de demain, parce que notre équipe commence à vieillir, donc on commence éventuellement à les remplacer. Du coup, vous êtes âgé entre 15 et 19 ans, vous êtes parents d'enfants âgés entre 15 et 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a à 15 ans? On a des choses à dire, super. Bah oui, tu peux même commencer à 3 ans, tu sais, Macron là, il commence donc non, 15 ans, entre 15 ans et 19 ans. Précoce les enfants. Et t'as envie de découvrir et être à la place de Fatima, de Damien et de Nadir, et bien l'occasion t'en sera donnée durant les vacances scolaires du mois d'avril, durant la deuxième semaine, puisque du 23 au 27 avril, on va retenir 5 jeunes qui vont venir être les chroniqueurs, parrainés, marrainés. D'ailleurs, parmi les parrains et les marraines, il y a Anan Zawani, il y a Damien Charles qui va parrainer, il y a monsieur Youssef Brakni qui va parrainer, et d'autres. Voilà, donc pour cette première partie, parce qu'on va tester, et donc on va en sélectionner 5, et ils viendront nous faire un avis tranché, un coup de cœur, et puis réagir aussi un petit peu à leur manière à l'actualité, bien sûr. Alors, t'as des choses à dire, t'as envie d'essayer, bien n'hésite pas, tu peux nous faire une vidéo d'une minute où tu te présentes, sur quel sujet tu aimerais réagir, ce pourquoi tu veux le faire, et tu nous envoies ça donc à frochristophe@gmail.com, qui est mon adresse personnelle, de travail quoi, et sur Facebook aussi en privé bien sûr. Tu nous envoies ta vidéo et on sélectionnera 5 d'entre vous. Donc vous êtes parents, vous avez décelé un potentiel intéressant chez votre enfant, il a des choses à dire. Et c'est vrai que cette jeunesse, elle a des choses à dire, donc le mieux c'est encore de l'écouter. Rendez-vous donc pour ce faire, vous avez jusqu'au 11 avril pour nous envoyer votre vidéo, n'hésitez pas à le faire. Alors, on va passer à notre zapping et on va revenir, j'allais dire, avec l'actualité du jour qui est très importante aujourd'hui, avec ces mots. L'esprit français de résistance, c'est ce qu'a incarné le gendarme Arnaud Beltrame aux yeux d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a présidé la cérémonie d'hommage national à celui que tout le monde appelle depuis vendredi dernier le héros. D'ailleurs, Damien Charles nous dira et se posera la question, est-il vraiment un héros? Le héros en tout cas des attentats de Trèbes, près de Carcassonne dans le sud de la France, cet homme qui a pris la place d'une otage au risque de sacrifier sa propre vie. On écoute un extrait donc du discours prononcé tout à l'heure dans la cour des Invalides du président de la République. Être prêt à donner sa vie, parce que rien n'est plus important que la vie d'un concitoyen. Tel est le ressort intime de cette transcendance qui le portait. Là était cette grandeur qui a sidéré la France. Le lieutenant-colonel Beltrame avait démontré par son parcours exceptionnel que cette grandeur coulait dans ses veines. Elle irradiait de sa personne. Elle lui valait l'estime de ses chefs, l'amitié de ses collègues et l'admiration de ses hommes. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même, de la fidélité à ses valeurs, de la fidélité à tout ce qu'il avait toujours été et voulu être. Emmanuel Macron, tout à l'heure, donc, dans la cour des Invalides, le président de la République, à l'occasion de cet hommage, discours qui était plutôt bien écrit, plutôt bien prononcé. Un petit truc qui m'a choqué, je sais pas vous, il a fait référence à cet horrible assassinat aussi survenu le week-end dernier de Mireille Knoll. Donc, est-ce que ça avait sa place dans un discours aujourd'hui pour ce type de d'hommage, j'allais dire? Moi, je trouve pas. Maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous autour de cette table? C'est un sujet
Sensible, oui, c'était pas le bon moment. Parce que même si en tant que chef de l'État il s'adresse à toute la nation, il en profite pour adresser des messages, on ne mélange pas les drames. On mélange pas les drames parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les souffrances ne sont pas les mêmes et les hommages ne doivent pas être les mêmes. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié finalement, Nadir et Fatima, les autres victimes aussi de cette attaque survenue dans ce supermarché près de Carcassonne vendredi dernier, notamment ce boucher qui a été tué apparemment à bout portant, et puis cet automobiliste aussi qui s'est fait braquer sa voiture et tué aussi par cet individu. On n'en fait pas un peu trop sur le gendarme là ? Alors moi, par rapport à ce qui se passe, les commémorations comme ça, les hommages, ça commence à me fatiguer, parce qu'on sait que politiquement, Monsieur Macron le premier, comme tous les autres, se sert de cette situation pour faire passer un message ou pour instaurer ou imposer ou pour faire plutôt véhiculer une certaine image. Ouais. Donc moi ça me désole. Après, comme tu disais à juste titre, vis-à-vis des autres familles de victimes, c'est triste de voir qu'il y a un distinguo. Après c'est vrai que le gendarme en lui-même, il a eu un acte héroïque, il n'y a pas photo là-dessus, on va pas débattre non plus où c'est allé. Mais comme tu le disais si bien, notamment par rapport à la famille du boucher et aux autres victimes qui sont pour certaines qui sont pas mortes mais qui ont été blessées ou traumatisées, je pense qu'il n'y aura pas la même attention de la part du président et de certains politiques ou de médias. Donc ça me fatigue. Et surtout, même par rapport à la personne âgée, Madame Knoll, qui a subi un crime horrible qu'on peut tous dénoncer. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Je me positionne avec tout le monde là-dessus pour dénoncer la chose. Mais j'aimerais aussi qu'on ait la même attention quand en banlieue, un jeune se fait tabasser et meurt des coups souvent portés par la police ou la gendarmerie. Et j'aimerais qu'il y ait un hommage aussi national, parce que franchement, ça commence à suffire. Là aussi, il y a une hiérarchisation, on distingue les individus. Comme je t'ai dit, moi je veux bien marcher ce soir pour Madame Knoll et pour la barbarie de façon générale, mais il faudrait se poser, si on veut être juste, il faut l'être avec tout le monde, et si on veut rendre des hommages, il faut le faire avec tout le monde. Fatima ? Oui, exactement. C'est-à-dire que, alors moi j'étais ce week-end à Toulouse, à l'invitation du comité Vérité Justice 31. Ouais. À l'occasion enfin, ils ont organisé là-bas une conférence autour de Marie-Reine, donc une femme, une maman noire, mère de 3 enfants qu'elle élève seule, qui une nuit, il y a pratiquement 2 ans maintenant, s'est fait passer à tabac par des policiers de la BAC d'Agen. Elle le décrit très bien. Enfin, vous pouvez trouver comme ça une vidéo où elle raconte ça. Enfin, elle n'a jamais eu un seul PV de sa vie. Elle avait au moment des faits 36 ans. Une nuit, elle rentrait chez elle, elle s'est fait arrêter par des policiers. Elle savait pas que c'était des policiers. Ils ont commencé à la tabasser, etc., etc. Elle a passé une nuit en garde à vue, l'enfer. Elle a cherché des avocats, elle n'a pas trouvé. Elle a cherché des associations d'aide aux victimes, elle n'a pas trouvé. Donc non seulement elle a subi ces violences, mais elle n'a pas été accompagnée en tant que victime au moment où elle voulait défendre ses droits. La procureure de la République d'Agen a classé sans suite. Donc il faut pas oublier avec toutes ces affaires que la police et la justice, la police c'est un système, je le dis, la police c'est un système raciste qui est né de l'Algérie française, avec une totale impunité, une quasi-totale impunité pour les policiers. Concernant les gendarmes, faut pas oublier, enfin je le dis parce qu'il y a une telle masse médiatique pour défendre, pour rendre hommage à ce gendarme effectivement qui a eu un acte héroïque, il y a une telle masse médiatique qu'on a du mal à rappeler que les gendarmes qui ont tué Adama Traoré, qui se sont assis sur lui et qui l'ont asphyxié, ne sont toujours pas mis en examen, qu'on attend. Donc et il n'y a pas d'hommage national rendu à Adama Traoré, au contraire. Donc voilà, il faut pas oublier aussi de parler de système. Est-ce que voilà, c'est pas aussi une manière de faire oublier les avancées des différents collectifs, donc le comité Adama, le collectif Urgence Notre Police Assassine, de tout ce qu'ils ont pu faire pour que dans l'espace public enfin soit posée la question de l'impunité policière et de la complicité de la justice. L'autre affaire du jour, c'est l'autre info du jour, j'ai envie de dire, c'est effectivement l'assassinat de Mireille Knoll, donc cette dame âgée de 85 ans, si je ne m'abuse, de confession juive. Donc le caractère antisémite a très vite été donné, et la polémique autour de cette marche, donc qui aura lieu tout à l'heure à Paris, avec donc Rachida Dati, ce matin dénonce le communautarisme du CRIF. C'était chez le confrère d'RMC. Le CRIF a demandé au Front National et aux Insoumis de ne pas être présents lors de ces marches blanches. Et ce matin, le fils de Mireille Knoll sur RMC a dit non, moi j'attends tout le monde. Même chose dans la bouche de Nicole Belloubet. Vous êtes
d'accord avec... C'est l'hommage que je viens de rendre à la dignité et à la grandeur du peuple français. Moi, je suis choquée par ce refus. Cette marche n'appartient pas au CRIF. Nous combattons les communautarismes. Oui. Je ne crois pas que cette marche soit pour uniquement la communauté juive ou concerne uniquement le CRIF. Moi, je suis choquée par cet appel. Moi, j'appelle tous les Français à participer à cette marche. Au contraire, c'est la grandeur de la France d'être en communion, quelles que soient les origines, quelles que soient les confessions, quelles que soient nos idées politiques. Aujourd'hui, c'est un moment de grand rassemblement. Et donc, de pouvoir, avant même que la marche ait eu lieu, dire on veut un tel, on ne veut pas un tel, ça n'est pas acceptable. En tous les cas, ça n'est pas la conception que j'ai de la République. D'accord ou pas d'accord avec Rachida Dati, Fatima? Alors Rachida Dati, elle est marrante parce que ces derniers temps, elle fait des petites interventions comme ça médiatiques qui sont plutôt pas mal. Donc elle dénonce comme ça le racisme de Brice Hortefeux, ici le communautarisme du CRIF. Bah évidemment, enfin il s'est passé quand même quelque chose, c'est que le fils de Mireille Knoll bon comme on dit, a mis un bâche au CRIF. On l'écoutera dans un instant parce qu'il est légitime, lui, sa parole elle est bien plus légitime. En plus il vit en Israël, que celle du CRIF. Lui il leur a dit voilà, vous mettez pas dans vos histoires. Donc il a dit voilà, le CRIF fait de la politique, donc effectivement une politique sioniste, règle des comptes d'un point de vue sioniste, et il leur a dit non, voilà, on est tous concernés, et de fait on est tous concernés. Enfin ce crime il est horrible, on y sera tous à 18h30 en courant pour ce qui me concerne, mais on y sera tous, évidemment que c'est choquant. Donc effectivement là-dessus Rachida Dati et d'autres en réalité ont raison. Alors je rappelle simplement que le CRIF en réalité ce qu'il visait c'est moins les islamistes, musulmans, islamo-gauchistes, etc., que en réalité Jean-Luc Mélenchon, parce que ils ont quand même osé mettre sur un même pied le Front National. Donc vous vous souvenez l'histoire du détail concernant les chambres à gaz, et puis Jean-Luc Mélenchon, quoi. C'est vraiment, mais parce que voilà, Jean-Luc Mélenchon ne se rend pas au dîner du CRIF. Jean-Luc Mélenchon ne se plie pas complètement. Alors, j'ai aucune sympathie particulière pour Jean-Luc Mélenchon, mais je rappelle simplement des faits. Ouais. Jean-Luc Mélenchon refuse de se rendre au dîner du CRIF en considérant que c'est quelque chose effectivement de communautariste. De tout ce qui est sioniste. Ouais. Et donc là ils essaient d'instrumentaliser cette mort horrible et cet hommage qu'on doit tous rendre à cette dame pour régler des comptes politiques. Je précise que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont indiqué qu'ils iraient à cette marche. Nous écouterons d'ailleurs le fils qui pour le coup a mis un coup de poignard, j'allais dire, au CRIF. C'était ce matin chez nos confrères d'RMC, pareil au micro de Bourdin. Je le précise, le fils vit en Israël. Dans un pays où semble-t-il il y a une certaine tension quand même, on peut le dire, et pas des moindres, et pourtant qu'il y a un discours qui a vraiment été le bienvenu pour le coup en ce jour de deuil. Dans un instant aussi, et avant cela, à propos de ce gendarme bien sûr qui a été célébré ce matin, j'allais dire avec ce funérail national. Damien Charles se pose une question un peu bizarre en ce jour de funérailles. On va voir ce que ça donne dans un instant. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2, c'est le LGF avec Fatima Wassak, Nadir Kaya et Damien Charles. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Fatima Wassak, avec Damien Charles et avec Nadir Kaya qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Avant d'écouter évidemment le fils de Mireille Knoll qui a eu des propos vraiment à saluer, on peut le dire ce matin chez nos confrères d'RMC. On va passer au troisième et dernier avis tranché signé Damien Charles. Alors piétinez-moi, allez-y. Damien, j'avoue que j'ai hâte de t'écouter sur ce gendarme, effectivement. Alors tu te poses la question, est-il vraiment un héros? Oui. Alors un hommage national a été organisé donc aujourd'hui en mémoire de ce lieutenant-colonel tué donc par le terrorisme Radouane Lekdim lors de ses attentats dans l'Aude. Et pour la première fois, donc une prise d'otage dans un supermarché à Trèbes. Lors de cette cérémonie ouverte au public, le président donc a prononcé dans son éloge funèbre, avant de remettre la décoration de commandeur de la Légion d'honneur, la phrase suivante: le gendarme Beltrame rejoint aujourd'hui le cortège valeureux des héros qu'il chérissait. Un héros. Dans un article de 20 minutes, l'auteur écrit: à quoi reconnaît-on un héros? Le héros a besoin de 2 ingrédients pour devenir une figure héroïque. Alors il faut d'abord un événement, une action particulière, donc là la prise d'otage, où la personne peut mettre ses valeurs en œuvre. Le deuxième ingrédient, ça va être le regard des autres, c'est-à-dire la reconnaissance. Si vous faites des actions incroyables, mais sans être reconnu, le journaliste conclut, vous n'êtes pas un héros au sens strict.
Eh bien moi, Christophe, je ne suis pas d'accord avec cette définition. On a un problème de langage. Dans l'Antiquité, héros, c'était le nom donné aux hommes d'un courage et d'un mérite supérieur, des qualités naturelles, des qualités qui étaient innées, donc quasiment génétiques. On les qualifiait, ces héros, de favoris particuliers des dieux. Aujourd'hui, l'idée de ces qualités naturelles nécessaires, qui caractérisent l'héroïsme, ça pose un vrai problème de jugement, en fait. N'y a-t-il qu'une frange de l'humanité, des hommes-femmes qui seraient capables d'être des héros, des héroïnes, et les autres victimes du preneur d'otages, ces martyrs assassinés, pourquoi ne seraient-ils pas eux aussi des héros, d'avoir supporté les violences et le meurtre? Ont-ils donc démérité? Abandonnons ce débat inutile. Faisons table rase de cet héroïsme à géométrie variable et sélectif qui ne considéreront jamais ce que moi j'appelle les héros du quotidien. Mais alors, comment pourrait désigner donc le lieutenant-colonel Beltrame? Pour moi, ce n'est pas un héros, c'est un juste. C'est quoi un juste? Le philosophe Kant disait que, contrairement au héros, qui va agir par courage, le juste, il agit par responsabilité. Le juste, il agit contre une injustice, et son action n'est pas courageuse comme un héros, elle va être morale. Et ça, c'est très important. Et ça ne sera pas n'importe quelle justice. Il ne va pas répondre à la justice qui est établie, la justice institutionnelle. Souvent, le juste, c'est celui qui va justement transgresser la justice qui est en cours pour accomplir une justice de circonstance. Typiquement, ceux qu'on appelait les justes durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont ceux qui, à un moment donné, ont souhaité transgresser les lois en cours pour accomplir une justice de circonstance en cachant, en protégeant ou en permettant le déplacement de juifs. Ce lieutenant-colonel, il a délibérément désobéi aux ordres de sa hiérarchie pour permettre à une femme de gagner la vie. Et enfin, le juste, c'est un preneur de décision. En un quart de seconde, on devient injuste en décidant de lutter contre une injustice morale à travers donc un acte responsable. Et donc pour moi, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, aujourd'hui, c'est pas un hommage dont il aurait besoin, c'est déjà une plaque dans un parc avec un symbole, quelque chose qui puisse rappeler non seulement qui il a été, mais pourquoi son action n'a pas été ce qu'on appelle héroïque, mais elle a été responsable et elle a été juste. Voilà. Merci Damien. Tiens, intéressant cette analyse, cette vision des choses. Fatima, juste, héros, finalement, complètement. Ton choix. Juste ou héros, ouais. Oui, ouais, juste. Effectivement. Ouais. Plutôt juste. Plutôt bien vu. En tout cas, ouais. Là, vous avouerez quand même que c'est pas ce qu'on entend dans les médias mainstream. Hein. On n'oserait pas ailleurs. Hein. Eh ben nous, on ose. Voilà. Ce qui est intéressant dans son avis tranché, c'est la réflexion que ça suscite. Bah oui. Parce que comme tu dis, on nous vend de la malbouffe médiatique avec une sémantique et des propos qui sont identiques un peu partout. Et là, c'est intéressant ce que dit Damien, parce que on est tous restés sur le côté héroïque. Oui, oui. Et là, quand il nous parle de juste, notamment à travers des rappels historiques sur ce qu'ont été certains Français, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, bah c'est intéressant parce que ça amène la réflexion. Et c'est pour ça que je pense, d'un point de vue général, il faut faire attention à ne pas être dans l'émotion, mais surtout à rester dans la réflexion. Parce que ça nous permet de prendre du recul et d'être juste dans notre façon de voir les choses. Le vrai problème avec l'héroïsme, c'est que on l'imagine, on l'observe, on le décrit à travers une circonstance exceptionnelle. Il a accompli quelque chose d'exceptionnel. Le problème, c'est que à travers l'idée d'exception, on va occulter tout ce qui a pu se produire autour. Et il y a probablement des actions héroïques qui se sont produites ce jour-là et on n'entendra jamais parler. Et ça, c'est malheureux. Et ensuite, de dire que on n'est pas un héros parce qu'on a du courage ou on est un super-homme. On n'est pas un héros parce qu'on est quelqu'un qui a été un élu de Dieu. On est injuste, c'est-à-dire n'importe qui peut être injuste et à un moment donné prendre une décision, prendre une responsabilité qui est discutable ensuite. Il y a des gens qui disent c'est formidable parce qu'il a sauvé la vie d'une caissière de 40 ans qui va vivre grâce à lui, mais qui se disent mais il allait se faire tuer pour ça, une vie pour une vie, c'est-à-dire est-ce que ça avait vraiment du sens? Lui, il a considéré qu'il allait vers une justice morale et donc il y est allé en un quart de seconde.
Christophe, si je peux me permettre, mais très rapidement, ça me rappelle le fait divers de ce Tunisien qui avait sauvé des vies lors d'un incendie en banlieue ou sur Paris, qui était intervenu lors d'un incendie et qui avait sauvé plusieurs vies. On avait parlé très brièvement de lui dans les médias, mais il avait quand même sauvé des vies. Donc aujourd'hui, est-ce que par rapport à un acte comme ça, notamment à Damien, je lui pose la question, est-ce que c'était un acte héroïque ou c'était plutôt un acte juste ? Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est ces vidéos de caméras de métro. Bien devant le micro. C'est ces vidéos de caméras dans le métro. On voit par exemple un enfant qui tombe sur les rails. On voit une grand-mère qui glisse, etc. Et en l'espace de quelques secondes, il y en a toujours un pour sauter sur les rails, aller chercher la personne. Là, on est dans une transgression. On est dans une transgression puisqu'on n'a pas le droit d'aller sur les rails. On est dans une transgression par rapport à sa propre vie parce qu'on se met en danger. Mais là, en l'espace de quelques secondes, on a un preneur des décisions et sa décision, elle est responsable. C'est-à-dire que il prend un risque, mais il se dit une vie humaine pourrait être perdue. Et pour moi, ça n'est pas de l'héroïsme, parce que le terme héroïsme, qui déjà a été biaisé, donne l'idée que seulement des gens avec des qualités exceptionnelles seraient les seuls à pouvoir accomplir une chose pareille. Et en fait, aujourd'hui, plutôt que de dire juste, on dit héros du quotidien. Mais ça convient pas finalement. En tout cas, bien vu, bonne réflexion, mon cher Damien, je te félicite. Alors, alors on est super en retard, c'est vrai, dans le truc, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie du direct, c'est le LGF, avec toute la famille autour de la table. Et je voulais vous faire quand même écouter, parce qu'on pouvait pas passer au travers de cette déclaration du fils de Mireille Knoll, qui était invité donc ce matin chez nos confrères de RMC, et il a désavoué publiquement le CRIF ce matin. Écoutez. Marche blanche aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes de France à 18h30. Vous appelez tout le monde à venir marcher. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette marche blanche ? Je voudrais rappeler qu'au départ, tant que le fait antisémite n'était pas révélé, mon frère et moi, nous n'étions pas prêts à participer à ce genre de marche. Maintenant, les choses ont évolué, malheureusement, dans ce sens-là. Et donc, effectivement, nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception. Sans exception. Vous n'êtes pas sur la position du CRIF ? Absolument pas. Les gens qui ont une mère peuvent me comprendre. Or, tout le monde a une mère. Mais comment se fait-il que le CRIF, d'ailleurs, ne souhaite pas la venue de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon ? Le CRIF fait de la politique. Et moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde, à tous ceux qui ont une mère, c'est-à-dire tout le monde. Tous les gens sont concernés. C'est insupportable aujourd'hui en France de savoir que quelqu'un peut mourir comme ça, de cette façon aussi affreuse. Donc toutes les mères, tout le monde est concerné. Il n'y a pas de limite. Moi, je suis contre les limites. Je suis contre les images. Je trouve qu'on reproche beaucoup de choses à certaines populations et ce n'est pas justifié. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, reproche aux Juifs d'avoir de l'argent. Ma mère vivait dans un HLM. Elle n'était pas riche. Ilan Halimi n'était pas riche. Maintenant, que ce soit une mère juive ou une mère noire, protestante ou musulmane, ce sont toutes nos mères. Elles ont le droit de vivre normalement, avec amour. Et on n'a pas à les tuer. Ça n'existe pas. C'est un monstre. Témoignage, voilà, touchant quand même ce matin du fils de Mireille Knoll, ce matin chez nos confrères de RMC. Ça fait du bien quand même d'entendre des choses pareilles de temps en temps dans les médias. Je rappelle quand même, pour juste remettre dans le contexte, cet homme vit en Israël, voilà. Et parfois ceux qui vivent là-bas peuvent avoir peut-être des discours un peu plus nuancés que ceux qui vivent ici et qui ont peut-être aussi l'envie de créer une certaine tension entre communautés. Ça va pour les deux sens d'ailleurs. Alors, avant que Fatima Wassak ne s'en aille parce qu'elle a un petit impératif, et avant de nous livrer ton coup de cœur, qui pour le coup m'amuse beaucoup, je voulais qu'on parle un petit peu de cette association LALAB qui a organisé hier tout au long de la journée
eh bien une sensibilisation avec ce hashtag. En tout cas, s'il y avait bien à suivre hier, c'était Damien. Est-ce que tu l'as suivi ce hashtag? Oui, bien sûr. Muslim Women's Day. Absolument. Donc les femmes qui étaient à l'honneur, et il fallait au moins ça. Quant à cette invisibilité dans les médias, en fait, voilà, l'association La Lab a voulu rendre plus visibles ces femmes que l'on a tendance à réduire à eh bien justement à l'indifférence, à ces femmes que l'on accuse parfois de porter le voile, d'être hypersexualisées, d'être pour le coup ignorantes. Bref, on a tout entendu au moins ce genre de choses. Pour le coup, donc La Lab a décidé de sensibiliser et de faire entendre et de aussi faire en sorte que ces femmes dont on parle beaucoup dans les médias au travers de leur voile, mais autre chose aussi, eh bien puissent aussi s'exprimer, qu'on puisse les entendre. Est-ce que c'est une bonne chose, ma chère Fatima ? Bah oui, complètement. Alors c'est ce genre d'initiatives qui paraissent comme ça un peu symboliques, parce que bon, une journée, c'est comme la journée du 8 mars dont on a déjà parlé, la journée pour les droits des femmes. Enfin, c'est des choses qui paraissent comme ça un peu anecdotiques, mais qui sont en réalité très 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 importantes, et qui surtout renvoient l'idée que effectivement aujourd'hui on a tendance à confisquer la parole des femmes qui portent un foulard, et pourtant à beaucoup parlé pour elles dans un contexte où quand même, alors on parle d'hystérie, j'aime pas le terme parce que c'est un terme sexiste, mais à un moment donné quand même on en arrive à ce que une jeune femme qui porte un turban sur la tête, qui va chanter dans un télécrochet, quoi. Je veux dire, c'était pas non plus un truc politique, Assemblée nationale, voilà, il y a pas, c'est juste chanter dans The Voice. Enfin, vous avez vu les levées de boucliers, on a été recherché dans son passé, oui tu as dit ça à l'époque, etc. Ouais, pour la disqualifier, TF1 qui carrément a annulé le montage, etc. et elle lui a demandé, lui demandant de partir sur la pointe des pieds. Enfin bref, voilà, on en arrive quand même à ça. Je rappelle quand même, et c'est quand même comment dire, la chose la plus importante lorsqu'on parle des femmes qui portent un foulard. Je rappelle que nous vivons en France, dans un pays où l'accès à l'emploi est quasiment interdit aux femmes qui portent un foulard, et ce, de manière totalement illégale. C'est ça qu'il faut tout le temps rappeler, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient, comme je disais tout à l'heure quand je parlais de la laïcité, on nous rabat les oreilles avec oui, laïcité, école, etc. Et je vous disais, il faut dire aux gens, voilà, on s'en bat les reins, aller débattre tout seul sur ce sujet-là. C'est pareil, foulard et laïcité, non, c'est pas, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, ce dont on veut parler, c'est foulard et discrimination dans l'accès à l'emploi notamment. Surtout à partir du moment où c'est illégal. Et c'est cette question qu'on doit poser aux politiques. C'est avec ça qu'il faut les interpeller. Est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour qu'on discrimine de manière illégale les femmes qui portent un foulard dans l'accès à l'emploi? Enfin, c'est ça qui doit être martelé. Rapidement, messieurs, parce qu'il faut qu'on offre le coup de cœur à Fatima tout de suite avant qu'elle s'en aille, sur cette journée internationale de la femme, donc musulmane, de toutes ces femmes donc que l'on n'entend pas finalement dans les médias et dont on parle beaucoup, et je le rappelle aussi qu'ils sont les premières victimes de l'islamophobie pour le coup, les femmes. Alors non. Comment ça non? Non, parce que alors ça, pardon, je tiens à le dire. Non, c'est pas un mythe. C'est en fait des organisations de lutte contre l'islamophobie qui sont très respectables. Ouais. Je tiens à le dire tout de suite. Ouais. Qui donnent souvent ce chiffre-là. En fait, c'est pas il faut préciser le chiffre. C'est-à-dire que notamment le CCIF, qui en fait part des appels qui sont passés, des sollicitations qui sont passées auprès du CCIF concernant des actes islamophobes, des comportements islamophobes, des pratiques islamophobes. Le problème, c'est qu'en fait, dès le départ, le CCIF a eu une image comme ça autour de la question du foulard. Et donc, peut-être qu'il y a un biais d'entrée qui fait que ce sont plutôt des femmes qui portent un foulard, en tout cas plutôt des femmes qui appellent le CCIF. Mais en tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est que quand le CCIF prend en compte les appels qui lui sont adressés, un peu plus de 80% concernent des femmes. Mais ça ne veut pas dire que les actes islamophobes concernent une majorité de femmes. Je rappelle quand même que dans le monde musulman, arabo-musulman aujourd'hui, il y a sur ces dernières années, au titre de la lutte contre le terrorisme, 4 millions de morts. Bon, bah c'est pas 4 millions de femmes. Il y a autant d'hommes, de femmes qui sont morts. Donc non, l'islamophobie ne touche pas en priorité les femmes. Très bien. Alors messieurs, je vous confisque la parole là-dessus parce que le temps est pressé pour Fatima. Son coup de cœur, il se résume avec cette musique. Fatima, pourquoi avoir choisi de nous parler de cette série en guise de coup de cœur? Oui, alors c'est une petite série, c'est une doudou série. Enfin moi je suis très fan, je regarde pas la télé. J'ai connu les musiques. T'as reconnu? J'aime pas trop. Ouais, Stranger Things. Voilà, moi je regarde pas la télé comme je disais. Voilà, on n'a pas la télé, etc. Par contre, voilà, il y a des séries
qui sont vraiment que j'aime bien regarder. Et celle-là en particulier, donc je disais, c'est une doudou série. Alors je suis fan par exemple de Black Mirror, à l'époque des Sopranos, etc. Mais Stranger Things, c'est une petite chose toute mignonne qui est un petit peu ambiance. Bon après c'est aussi ma génération, hein, ambiance années 80. Avec les petites baskets Reebok et puis des choses très très simples en fait, avec des ambiances très simples. C'est très drôle. Enfin les personnages sont très marrants, assez caricaturaux, mais caricaturaux comme on les aime en fait. Donc il y a comme ça quatre personnages, une bande de copains en fait. Et puis il y a un monde à l'envers où il se passe des choses avec des monstres qu'il faut combattre, etc. C'est ambiance très très geek. Et puis alors je le dis parce que j'ai pas beaucoup de temps, il y a une chose vraiment, et ça m'a fait plaisir sur le coup, je crois que c'est saison 2 ou 3, je sais plus, il y a 4 saisons en tout pour l'instant, c'est vous vous souvenez de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, voilà. Et il est là, donc on le voit bon alors je spoile pas, donc je dis pas ce qui lui arrive, etc. dans la série, mais bon rien que ça vaut le coup quoi. Donc je vous invite à regarder, c'est Stranger Things, il y a 4 séries, et c'est voilà, il faut faire sa petite tasse de chocolat chaud avec ses petits biscuits, puis se mettre bien confortable devant la télé. Et on pour regarder. télécharge évidemment et on regarde. Fatima, juste une toute petite dernière question s'il te plaît, j'avais prévu d'en parler, on n'aura pas le temps d'en parler, mais je souhaiterais avoir ton avis. La France qui apporte son soutien au Maroc pour la candidature de la Coupe du Monde 2026 face aux États-Unis. Enfin, c'est les États-Unis qui vont s'allier avec 2 autres pays. La France apporte son soutien au Maroc. Il y a eu une réunion d'ailleurs dans ce sens la semaine dernière entre les 2 présidents de fédération. Est-ce que la Coupe du Monde de football 2026 de Maroc, ça serait au-delà d'être mérité, est-ce que ça pourrait aussi peut-être engendrer de bonnes choses pour le pays? Alors je suis très très partagée parce que je suis dans une famille qui adore le foot et voilà, donc je pense que ça arrangerait beaucoup de gens de ma famille que la Coupe du Monde ait lieu au Maroc et pas ailleurs, parce que ça nous permettrait d'y aller, etc. Maintenant, je rappelle, vous vous souvenez là il y a quelques jours cette femme au Brésil qui est morte, je me souviens plus de son nom, malheureusement, qui a été tuée, une grande militante, etc. Voilà, et en fait qui dénonçait justement l'impact des Jeux Olympiques sur les bidonvilles, sur les favelas, et en termes de taux de criminalité, en termes d'exacerbation comme ça du capitalisme sauvage au Brésil. Bon voilà, j'ai l'impression qu'il y a rien de bon qui vient avec ce genre d'événements internationaux. Le Maroc est a déjà une bonne dose de capitalisme exacerbé et d'inégalité. Ça va créer de l'emploi. Non, je crois pas. Je crois que ça va vraiment créer la même chose qu'ailleurs, quoi, au Brésil par exemple, c'est-à-dire vraiment bidonville, des exodes rurales, voilà, amplifiés. Et puis non, je crois pas. Je pense pas que c'est quelque chose de pérenne en fait, sur du long terme et de structurant. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui effectivement amène des touristes davantage. Moi, à mon avis, mais il faudrait en reparler à l'occasion. Je pense pas que le tourisme ait fait tant. Pardon, la réponse le 13 juin. Je regarderai. Ouais, le 13 juin sera peut-être le cadeau de l'Aïd pour le Maroc, je ne sais pas, ou pas d'ailleurs, ou pas. Hein, voilà. Ma chère Fatima, avec 3 minutes de retard, je te libère. Merci beaucoup. En tout cas, bonne fin d'émission. Et puis à la prochaine. Oui, ça va aller tranquille. Il nous reste à peine 10 minutes. Nadir Kaya, Damien Charles sont avec nous. Pub et leur coup de cœur. Fatima. À bientôt. Merci Fatima. Rentre bien. Et dans un instant, donc nous on est de retour pour la dernière partie, à savoir les coups de cœur de Nadir Kaya et de Damien Charles, bien entendu. Libertad. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous pour cette dernière partie. Donc notre Fatima Wassak est partie, elle avait des impératifs bien sûr. Rapidement messieurs, sur la Coupe du Monde de foot au Maroc pour 2026, c'est une bonne chose pour le Maroc, Nadir? Alors moi, en tant que franco-algérien, et notamment sur la partie algérienne, j'aurais souhaité éventuellement que l'Algérie ou la Tunisie... Non, on parle pas d'Algérie et de la Tunisie, là il s'agit du Maroc. Oui, mais non, mais laisse-moi finir. Que l'Algérie et la Tunisie puissent... eux aider le Maroc dans cette ambition-là. Après que voilà, comparé à la France qui propose son aide, moi j'aurais souhaité. Je sais pas si l'Algérie soutient ou pas, hein, je ne saurais dire. Je sais pas moi non plus, mais je te parle à mon niveau en tant qu'Algérien et qui est pour un vrai rapprochement et un vrai travail au niveau du Maghreb United ou uni. Dans cette optique-là, je pense que ça aurait été intelligent que les Algériens et les Tunisiens s'unissent pour supporter le Maroc dans l'optique de cette Coupe du Monde. Après, de savoir est-ce que ça va être bénéfique ou pas, ça dépend. Parce qu'il y a des investissements comme une Coupe du Monde qui peuvent coûter énormément d'argent, mais qui peuvent également en rapporter. Après, ça peut être intéressant en termes d'infrastructures pour les Marocains, parce que les infrastructures elles vont rester, notamment routiers et tout ce qui va avec. Oui. Mais c'est vrai que les Marocains, comme les Maghrébins en général, ils ont des priorités autres
que d'animer une Coupe du Monde, mais si le Maroc est en capacité de le faire avec le soutien de certains pays, je pense que l'Algérie ou la Tunisie auraient bien fait de les aider. Le président de la fédération marocaine a parlé de cette candidature comme étant une candidature africaine au-delà du Maroc. C'est ce qu'il a dit donc à Paris avec Noël Le Graët donc la semaine dernière, d'où justement ce soutien de la France. Damien, c'est une bonne chose pour un pays que tu connais un petit peu? Non, moi ça m'inquiète beaucoup. Ah, d'accord, ça t'inquiète? Bon. Oui, et je suis tout à fait l'avis de Fatima de tout à l'heure. Le problème, c'est que aujourd'hui, l'urbanisme des grandes villes du Maroc est très fragile. On parle de Casablanca, de Tétouan. Donc, de Rabat. Casablanca, Tétouan, on a encore des problèmes de mal logement extrêmement effroyables. On peut parler de bidonville. L'exode rural n'est toujours pas terminé. Et qu'est-ce qui se passe quand on construit des stades, on construit des hôtels et on construit des espaces en fait. On est obligé de raser des quartiers. Généralement, on rase les quartiers les plus pauvres. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire des pauvres? On les installe ailleurs. Et donc, ça déstabilise complètement le microcosme urbain, mais aussi économique et social. Et le deuxième problème, c'est l'endettement. Je veux juste rappeler quelque chose. En 2004, les Jeux Olympiques se sont tenus dans un pays qui s'appelait la Grèce, que tout le monde félicitait pour son développement économique au sein de l'Union européenne, qui s'est largement endetté en milliards pour construire tout son espace olympique, et 4 ans plus tard, crise de la dette. Mais je crois que c'est le problème de tous les pays qui organisent un événement tel qu'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. La France, il y a un moment donné, on se pose la question du après, même en termes d'investissement. Alors, je vous invite, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler, et pourtant ça méritait qu'on en parle, on mettra certainement ce sujet davantage un prochain jour. C'est vraiment Dominique de Villepin qui est parti à Alger, qui a eu un discours vraiment des plus élogieux et en fait il a fait du Dominique de Villepin pour le coup. Il a appelé la France et l'Algérie à briser les silences et à essayer de trouver, parce qu'il s'est dit évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Il a aussi invité l'Algérie et le Maroc à se réconcilier. Il a aussi invité il a salué l'Algérie concernant son non-ingérence dans les affaires étrangères, en disant que l'Algérie avait un rôle à tenir concernant toutes ces crises, notamment au Yémen, en Libye et dans la Syrie également. L'Algérie doit être écoutée selon Dominique de Villepin. C'est ce qu'il a fait passer comme message hier à l'école d'affaires à Alger. Ceci étant, maintenant c'est l'heure des coups de cœur de Nadir Kaya et de Damien Charles. C'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Absolument. Alors, le coup de cœur, mon cher Nadir Kaya, ton coup de cœur, toi tu voulais nous parler de ces parents qui ont traversé la Méditerranée. En général, mes coups de cœur sont assez courts. Je rappelle des événements. Ouais, mais celui-là va être un peu plus long, je pense, si tu peux me permettre. C'est vrai qu'en général, je rappelle des événements qui vont se faire ou qui ont été faits par le biais d'une association ou d'une personne qui est issue des quartiers populaires. Mais là, je voudrais simplement revenir sur le courage qu'ont eu nos parents, notamment ces parents qui sont partis d'Afrique ou du Maghreb pour donner à leurs enfants ou à leurs futurs enfants la chance de vivre dans un pays stable, parce que je rappellerai que nos parents ou nos grands-parents sont partis sachant que leur pays était ruiné. La France venait de partir, donc le pays était dans un état tel que il y avait deux options, et ils ont choisi l'option la plus difficile, c'est-à-dire partir loin des leurs pour pouvoir subvenir à leurs enfants et croire en un avenir meilleur. Donc je voudrais rappeler que ce sacrifice il est particulier. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse comparer ces deux époques-là, parce qu'on entend souvent des personnes dire aujourd'hui oui mais c'était une autre époque, c'était plus facile. Je pense qu'il faut se souvenir de cette histoire-là, et il n'est pas donné à tout le monde de quitter un pays sans avoir aucune garantie pour ses enfants, notamment après une colonisation aussi violente que l'Algérie et d'autres pays ont pu subir. Donc un coup de cœur pour nos parents qui ont quitté leur pays, même s'ils ont pu y revenir, mais qui ont quitté leur pays pour construire un avenir meilleur pour leurs enfants. Damien. Alors moi donc mon coup de cœur porte sur le thé de Nadir Kaya. Donc Nadir Kaya ici présent sur le studio, je tenais juste à l'expliquer aux auditrices et aux auditeurs quotidiens qui nous écoutent. Nous avons un formidable non seulement chroniqueur mais spécialiste du thé, et donc le mercredi est le jour le plus important de la semaine. Non, il y a le mardi avec Nasser Lachili aussi. Ah oui, c'est vrai, on a le mardi aussi avec Nasser. Il fait du bon thé. Alors mon coup de cœur va dépasser le maître bientôt. Mon vrai coup de cœur porte sur un manuel qui s'appelle Modern Her Story
Donc, en fait, c'est histoire moderne, mais plutôt que marqué history, c'est marqué her story. Donc, on le traduirait en anglais par leur histoire, mais pour les femmes. Qu'est-ce que c'est ? C'est le premier manuel du féminisme intersectionnel qui vient d'être publié il y a une semaine aux États-Unis, qui est un immense travail qui a été fait par deux jeunes femmes qui s'appellent Blair Imani et Monique Le, qui ont toutes les deux 22 et 23 ans, je crois. Et elles ont été capables donc de collecter toutes les informations sur le développement de ce féminisme aux États-Unis. Et cet ouvrage, qui a pris beaucoup de temps et qui sera probablement bientôt épuisé, va devenir un ouvrage de référence pour le féminisme en France et je pense un modèle. Donc, pour ceux qui ont la curiosité, tapez juste Modern Her Story sur internet et vous pourrez voir ce qu'il en est. Et il y a des très très jolis dessins. Merci, pardon de vous brusquer un petit peu, mais le temps s'écoule très vite. Allez, Libertad, c'est parti, 01 40 33 9000, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Drancy. Salut Youssef, qu'est-ce qu'il y a ? J'agis par rapport à la dame qui parlait de la carte scolaire, là, des gens qui veulent pas se mélanger. Où est le problème, en fait ? Je comprends pas. Si les gens veulent pas des gens issus de l'immigration, c'est quoi le problème ? Je vois pas de quoi tu parles, mais bon, vas-y. Si, elle disait la carte scolaire, elle disait oui, il y a des gens qui veulent pas se mélanger avec des Noirs et des Arabes, ils préfèrent... Ah oui, d'accord, oui, c'est d'accord, c'est pas tout à l'heure. Comment ça, où est le problème ? Mais bien sûr que c'est un problème, pourquoi ne pas vouloir se mélanger avec des gens ? Tu penses vraiment que les lycées où il y a beaucoup d'immigration, c'est les meilleurs lycées ? Ben alors mon petit pote, je te signale qu'il y a eu Attends, je te signale qu'il y a eu un sondage justement de taux de réussite dans Le Parisien et de premier lycée. C'est de la propagande, arrête un peu. C'est quoi ton discours de fasciste là ? C'est quoi ton discours de vouloir renier tout le temps les choses ? Pourquoi ? Mais alors, écoute, si tu effectivement tu te concentres dans ce... C'est à Clichy-sous-Bois, mon gars. Clichy-sous-Bois, ça te parle ? Mais arrête, allez, hop. Il y a Libertad, ça a des limites. Moi, franchement, ça me dégoûte d'entendre des trucs pareils. Parce que on reproche effectivement à plein de gens d'avoir ce type de discours sur les autres radios. Et vous êtes les premiers à venir nous balancer cette haine de merde à la radio. Franchement, gardez-la pour vous, c'est pas la peine de nous appeler. Franchement, 01 40 33 9000. Vous avez d'autres radios qui sauront vous servir le thé pour se faire. Fake news, hein. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Clichy-sous-Bois, mon gars, ça te parle, Clichy-sous-Bois ? C'est en banlieue parisienne, c'est en 9-3 et ça a été le premier lycée. Achète le Parisien de la semaine dernière, tu verras. Allô, bonsoir. Super. Voilà, c'est Libertad. Voilà, on a toutes les, en fait, on a tous les auditeurs, tous les auditeurs qui apparemment ne sont pas satisfaits des programmes d'RMC, qui viennent maintenant se défouler après avoir subi du Vincent Moscato toute l'après-midi, et bien viennent se défouler sur France Maghreb 2. Non, je plaisante évidemment. Non, mais soyez sérieux un peu. Allô, bonsoir. Oh là 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 là. Mais c'est la même personne ou... Ouais, je pense que c'est un mec qui s'amuse. Mais tu peux pas filtrer le... Bah non, je peux pas. Moi, c'est Libertad. Moi, j'ai pas les numéros, j'ai rien. Voilà, je prends... Allô, bonsoir. Oh, franchement, vous êtes donné le mot. Il y a une équipe, il y a une équipe. Ouais, il y a une équipe, il y a une équipe. Tu sais, à mon avis, ils se lancent des défis. Hein. Bah franchement, si ça continue, Libertad, ça va dégager. Quelque part, ça démontre qu'ils nous écoutent. Ils sont attentifs à ce qu'on dit. Non, mais moi, si c'est pas ce type de truc, Libertad, ça va dégager. Je vous le dis direct. Franchement, je fais pas de la radio pour entendre des âneries pareilles. Bonsoir. Ok, allez, bon, stop, terminé. Voilà. Et ben c'est dommage pour ceux qui avaient des vraies choses à dire. C'est dommage pour ceux qui avaient des choses intelligentes à dire. Voilà, vous êtes bien amusés comme des gros gamins. Et bien continuez comme ça, c'est bien. Allez, je peux juste dire un mot. Ouais, vas-y. Franchement, les mecs qui ont fait ça, vous êtes des gros pouilleux. Et on vous attend sur les réseaux sociaux pour régler des comptes. Voilà, franchement, c'est nul. Bon, j'aurais bien aimé terminer quand même l'émission avec quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a des trucs à dire, mais non. Voilà, c'est par les bruits de la ferme. Non pas que je n'aime pas les animaux, mais bon, voilà, il y a 1 heure pour ça en même temps. Nadir Kaya, merci. T'as prévenu de faire de tourner télé là. Là, je vais faire de la sélection. Ah bon ? Parce que là, on t'invite partout, j'imagine, non ? Ouais, il y a pas mal d'invitations, mais bon, comme je l'avais déjà fait remarquer à certains journalistes, il serait intéressant de nous inviter aussi pour parler de sujets de société, comme n'importe quel citoyen français, et non pas simplement de nous parler que de la banlieue quand il y a des problèmes. Oui, c'est sûr. Eh bien, rendez-vous la semaine pro, mon cher Nadir.
Hein, Ouais, le mercredi, si Dieu le veut bien, ouais. c'est Kaya, ça rime pas, mais c'est pourtant vrai. La semaine prochaine, avec toujours ce légendaire thé que tu nous fais, magnifique. Je vais le facturer la Elle prochaine a de fois. la chance. Il va avoir un autre Faut bout. déposer la marque. Elle doit avoir de la chance, Madame Kaya, quand même. Hein. Non, je suis d'accord. Damien Charles, merci beaucoup. Oui, et la semaine prochaine, on parlera de l'ouverture d'un centre hospitalier en région parisienne qui s'appelle la clinique de l'islamophobie. Ah, voilà. Ah oui, Christophe. D'accord. Et moi, je voudrais finir sur cette petite note de mon côté aussi. J'étais vraiment, comment dirais-je, honoré de rencontrer Damien et de découvrir Damien à travers ce qu'il a pu dire. Ça amène la réflexion et c'est super intéressant. Eh ben ouais, c'est du lourd. C'est du lourd, le LGF. On aura la semaine prochaine. Tiens, je peux vous donner quelques noms d'invités qui seront là. Mamassi, vous connaissez? Ah bah oui, bien sûr. Mardi, elle sera là. Anna Charahi aussi, auteur du livre Ma mère patrie. Sera mardi. Ouais, elle sera là mardi. Normalement dans nos studios. Et mercredi, je crois qu'il y a une autre personne, mon cher ami Macron, Damien. Il y aura peut-être Wissal Achargui. Voilà, et là on va parler de cyberharcèlement. Exactement. Voilà. Et bien restez bien avec nous. Sachant que demain on va changer un petit peu de registre, on va faire un peu de musique demain avec une artiste que j'aime beaucoup, c'est mon gros coup de cœur et j'en ai décidé d'en faire une émission parce qu'elle a tellement de choses à dire. On va parler aussi du droit des auteurs en Algérie, vous savez qu'ils ont quelques problèmes à se faire payer et apparemment il y a quelqu'un qui est en train de reprendre ça en charge et c'est en train d'être réglé. En l'occurrence, tous ces artistes qui ont eu des problèmes de droits d'auteur vont pouvoir peut-être réclamer et nous aurons donc une personne pour nous en parler et surtout Samira Bramia, vraiment ma chanteuse coup de cœur. Ah oui. Voilà, qui sera avec nous et qui vient avec sa guitare et elle va nous faire rêver. Et là elle va nous chanter des belles chansons kabyles mais des belles chansons algériennes aussi parce qu'elle ne parle pas kabyle. C'est pas une kabyle Samira Bramia mais elle chante kabyle merveilleusement bien. Bon, bonne soirée à tous, merci d'écouter France Maghreb 2 et d'y rester bien sûr et puis une dédicace à la ferme parce que maintenant la ferme du LGF on peut l'appeler ainsi. Passe le bonsoir à Marine. Absolument, puisqu'elle arrive tout de suite pour le flash de 18h02 sur France Maghreb 2. Bonne soirée, à demain. Bonjour à tous. Lors d'un éloge funèbre, Emmanuel Macron a salué ce midi l'héroïsme d'Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel qui a donné sa vie dans l'attaque djihadiste de vendredi dans l'Aude. Emmanuel Macron a procédé à l'élévation directe du colonel Beltrame au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Le chef de l'État a aussi associé la figure de l'octogénaire juive Mireille Knoll, assassinée à Paris, à l'hommage d'Arnaud Beltrame. Il a estimé qu'ils étaient tous deux victimes du même obscurantisme barbare. Enfin, il a précisé que la France remporterait la bataille contre l'islamisme radical avec, je cite, calme, sans faiblesse et sans emportement. Après un jour et demi d'incertitude, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a confirmé ce matin la visite à Pékin de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. C'est sa première visite à l'étranger. Kim Jong-un s'est prononcé pour la dénucléarisation, je cite, de la péninsule coréenne et a confirmé la perspective d'un sommet avec le président américain Donald Trump. De son côté, Donald Trump a dit avoir été informé par le président chinois Xi Jinping que Kim Jong-un était impatient de le rencontrer. Il a de fait tweeté « Je l'attends avec impatience ». La Russie a observé aujourd'hui une journée de deuil national en mémoire des 64 victimes de l'incendie du centre commercial de Kemerovo. C'était dimanche en Sibérie et une majorité d'enfants. Cette tragédie avait suscité une vague de colère dans la population contre la corruption et l'incompétence supposée des autorités. À Mayotte, un nouveau préfet a été nommé par le gouvernement pour tenter de sortir le département français de la crise. Il s'agit de Dominique Saurin, l'ancien directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer. Enfin, la ministre des Sports, Laura Flessel, a dénoncé des comportements inadmissibles lors du match Russie-France qui s'est déroulé hier soir. Des cris de singe ont été lancés à l'encontre de plusieurs joueurs, notamment Ousmane Dembélé. Sur le plan sportif, notons-le tout de même, la France est imposée face à la Russie 3-1. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.